Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Je pense que la révolution IA, elle arrive à point nommé si on la considère comme une révolution qui va permettre d'accélérer ou d'exécuter des aspirations qui sont déjà très anciennes. Autrement dit, quand on la prend comme une opportunité et pas comme une agression. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Dans le cadre des conversations que j'ai la chance de mener pour les épisodes de ce podcast Chiche, il y a deux choses que je cherchais à faire depuis un moment déjà. La première, c'est d'aborder la notion de leadership avec un DRH, avec quelqu'un dont c'est le métier et l'expertise de penser organisation, carrière, expérience collaborateur, mais aussi performance, évaluation ou compétences. Et pour plein de raisons que je ne m'explique pas, je n'avais encore pas trouvé la bonne personne. La seconde chose qui m'intéresse depuis un moment, c'est d'aborder le thème de l'intelligence artificielle et de ses enjeux sur le leadership, mais de la bonne façon. Je veux dire avec les bons angles, le bon niveau de réflexion, avec quelqu'un qui a vraiment réfléchi, pour le dire autrement. Et aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups avec Benoît Serre. DRH, il l'a été au sein de grands groupes. Il est aujourd'hui un des meilleurs observateurs du monde du travail, dans ses fonctions de partenaire au BCG et dans ses fonctions de coprésident du Cercle Humania, qui réunit plus de 600 DRH pour contribuer aux réflexions et aux propositions sur le monde du travail. Et l'IA en fait partie en ce moment, évidemment. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc. Je suis particulièrement heureux, je l'ai dit, de t'avoir au micro de Chiche. Aussi parce qu'il y a deux choses en particulier que j'apprécie dans ta démarche d'observateur du monde du travail et de la vie de l'entreprise. La première, c'est que tu apportes toujours une lecture très organisationnelle et très concrète, 100% concrète des sujets que tu abordes. Et la seconde, c'est ton message direct aux dirigeants, que tu places à chaque fois à leur responsabilité managériale en leur disant « Messieurs, si le monde change, alors le management doit changer lui aussi ». Le plus souvent, pour démarrer la conversation, je demande à notre invité de se présenter à 1 minute. Et quelque chose me dit aujourd'hui qu'avec ton expérience, l'exercice sera probablement forcément incomplet et donc un peu frustrant. Alors si tu es d'accord, je vais inviter les auditeurs à aller découvrir ton long parcours en ligne sur LinkedIn ou ailleurs. Et je te propose de commencer notre conversation par une question qui nous place directement au cœur du sujet du podcast. Benoît, aujourd'hui, dans notre contexte, c'est quoi ta définition du leadership ? Tu sais, moi j'ai commencé... j'ai été formé aux fonctions RH et managériales chez Leroy Merlin et dans la grande distribution. Et la grande distribution a une grande vertu, c'est que quand tout va mal, elle dit à un moment back to basic. Et ben, après avoir beaucoup tourné, je vais te donner une définition du leadership extrêmement simple, pas compliquée, pas sortie des bouquins ou de je ne sais quoi. C'est donner envie à chaque collaborateur de revenir le lendemain matin. Lorsqu'on regarde les statistiques de démission et quand on creuse les démissions, ce qu'on appelle les exit interviews, on se rend compte que même si la cause qui est donnée a priori, c'est je veux faire autre chose, je veux être mieux payé, je veux je sais pas quoi, quand on creuse, à un moment ou non, on tombe sur la relation directe que l'individu entretient avec son manager, avec la personne qu'il voit tous les matins. Mais par conséquent, quand je dis donner envie à chacun de revenir, c'est que chaque individu sache, quand il revient le matin, après avoir travaillé la veille, il sait pourquoi, il sait comment, il sait avec qui, il sait ce qu'il produit, il sait ce à quoi il contribue. Et pour que ce sens-là, là pour le coup c'est du sens du travail, ce que je viens de décrire, contrairement à ce que j'entends souvent, ça c'est le manager qui le donne. Et s'il ne porte pas cette logique inspirationnelle et d'une forme de stabilité finalement, alors il a du mal à manager correctement. C'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure définition de leadership. Comme je le disais, ce qui me plaît aujourd'hui avec toi, Benoît, c'est que ce sujet de l'intelligence artificielle, on va pas en faire un épisode outils, catalogue, où on va lister tous les outils qui pourraient servir aux uns et aux autres. Mais si tu es d'accord, on va placer l'enjeu à sa vraie place, c'est-à-dire celui du leadership et de la gouvernance. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas juste un gain de productivité, c'est finalement un déclencheur qui oblige l'entreprise à revisiter l'ensemble, si je te suis bien. Redéfinir la notion du travail, redistribuer l'autonomie,
renégocier un contrat de confiance, par exemple, justement, pour reprendre tes mots sur le leadership. C'est ça le vrai enjeu de cette révolution IA aujourd'hui ? Mais en fait, je pense que la révolution IA, elle arrive à point nommé si on la considère comme une révolution qui va permettre d'accélérer ou d'exécuter des aspirations qui sont déjà très anciennes. Et donc, je pense que quand on la prend comme ça, autrement dit, quand on la prend comme une opportunité et pas comme une agression, alors on l'utilisera au mieux, en quelque sorte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'IA est un fait. On peut m'opposer tout ce qu'on veut. L'IA est inéluctable. Je ne vois pas comment la puissance du monde renoncera à cette innovation. Mais elle ne produira du positif qu'à une seule condition, qu'on en tire les conséquences sur l'impact qu'elle a dans le travail. Donc c'est tout ça qui me fait penser que l'IA est un fait positif, si on l'intègre comme une opportunité de transformer des choses qui sont attendues déjà par tout le monde, indépendamment de l'IA. Il y a un premier sujet que j'aimerais aborder avec toi, dans ce décryptage des enjeux de l'IA sur le leadership. C'est quelque chose qu'on a tous probablement expérimenté déjà dans notre vie tous les jours au bureau aujourd'hui. C'est cette impression qu'avec un ChatGPT, un Gemini, un Claude, enfin avec tous ces outils à nos côtés, on peut faire très bien plein de choses tout seul. Des choses pour lesquelles on avait besoin des autres avant, et parfois de son manager aussi justement. C'est le sujet de cette sorte d'accélérateur de l'autonomie qui est donné aux collaborateurs. Et aujourd'hui encore, plus que demain, les équipes pourront produire, analyser, décider de plus en plus vite. Mais aussi, surtout peut-être, sans passer systématiquement par la chaîne hiérarchique. Et cet aspect à la hiérarchie, ce que je décris, c'est ça qui se passe et c'est ça le changement ? En fait, le sujet, c'est que la hiérarchie change de rôle. Et il faut toujours essayer de se replacer un petit peu en arrière. Si je prends le cas de la France, mais c'est le cas de l'Allemagne, l'Espagne, ce que vous voulez, on vit dans une espèce de système qui est totalement structuré par le chômage de base depuis 40 ans. Par conséquent, pour prendre un exemple concret de structuration, l'objectif des pouvoirs publics, c'était éviter d'avoir des chômeurs qui donc poussaient les entreprises à garder les gens, compliquer les conditions dans lesquelles on se séparait d'eux, et les entreprises elles-mêmes créaient des postes, et donc on créait des échelles managériales qui n'en finissaient pas, et aujourd'hui, l'autonomie de l'entreprise, du salarié, se recalcule au regard du nombre de personnes qu'il a au-dessus sur une tâche. Si vous prenez une tâche, ou un métier, pour que chaque niveau managérial ait un rôle à jouer dans ce métier, on va découper la métier en autant de tâches qu'il y a. Et résultat des courses, ça fait à la fin, tout au bout, il sait plus presque ce qu'il fait, mais il a quand même tout un tas de gens dessus. L'IA vient totalement bouleverser ceci. Au début, si vous vous souvenez bien, l'IA, tout le monde a hurlé de joie en disant ça va faire gagner 30% de productivité. Ce n'est pas vrai. Rien n'a été démontré de cette nature-là. En revanche, il y a eu une deuxième phase très rapide, finalement, 1 an plus tard ou 1 an et demi plus tard, qui était de dire, en fait, l'IA est un sujet d'organisation. Et enfin, l'IA devient un sujet de management. La question de la hiérarchie fait que l'IA ne touche pas des métiers. L'IA touche des bouts de métiers, des tâches, en fait. Et que, comme beaucoup d'éléments hiérarchiques ont été construits sur des tâches, c'est sûr que si la tâche devient IAisable, la hiérarchie au-dessus n'a plus de sens. Ou alors elle change de sens. Donc elle renforce l'autonomie parce que l'individu peut faire plus de choses de manière plus sécurisée, plus sécurisante grâce à l'IA, et donc on n'a plus besoin de l'hyper-contrôler puisque on le fait de manière stabilisée. Et ça remet en cause l'utilité d'une ligne hiérarchique d'une tâche. Mais ça remet en cause aussi le nombre des tâches parce que l'individu devenant plus autonome supporte de moins en moins le reporting, le contrôle, le truc, le machin, et donc ça n'a pas de sens, ça fait perdre de la valeur à tout le monde, ça lui fait perdre de la qualité de travail, qui est une notion, à mon avis, centrale, et ça veut dire aussi que ça modifie le rôle du manager, notamment de proximité. Et alors, on reviendra au manager de proximité, mais ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas la fin de la hiérarchie, c'est probablement le besoin d'un nouveau type de hiérarchie, c'est besoin probablement finalement d'un dirigeant ou d'un manager ou d'un leader qui est probablement plus un
je sais pas, un architecte, un régulateur et moins en moins un valideur? Oui, parce que d'abord, l'IA a aussi une autre vertu, c'est que l'IA, c'est un outil formidable pour générer des systèmes de reporting, des systèmes de contrôle, très sûrs finalement, parce qu'ils sont déshumanisés, donc ils sont dataisés, donc ils sont par nature objectifs. Et par conséquent, dès lors que ce rôle de contrôle, qui a été structuré, organisé, perd de son intérêt, il va bien falloir donner un autre rôle. Et donc on retrouve peut-être d'ailleurs les fondamentaux du management que j'évoquais tout à l'heure, on peut le définir aussi comme la capacité à faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble. C'est une autre manière de... Et qui se lèvent avec une vraie envie d'aller travailler. Oui, c'est ça, exactement. Donc je pense que sur cette dimension-là, c'est assez fort. Donc, mais ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est en cela que l'IA est une opportunité. Ça rejoint des demandes très fortes d'évolution du rôle du management qu'on a observées pendant la crise sanitaire, par exemple. On a découvert, par exemple, que lorsque les gens étaient en télétravail, le système classique du manager soleil, Ice Control, qui vérifie tout le monde, ça marchait plus, les gens n'étaient plus là. Et que d'autres managers qu'on avait peut-être un peu moins mis en avant quand même, qui étaient plus soft, qui étaient plus dans l'accompagnement, etc., étaient excellents dans les phases à distance. Donc ça vient rejoindre ce mouvement-là, qui est un changement du modèle de management un peu hiérarchique, un peu autoritaire, un peu moi je sais. Le sachant qui oui, aujourd'hui est remplacé par l'IA. Oui, puis il ne s'agit pas d'accuser le manager, il s'agit d'accuser les conditions dans lesquelles on nommait les managers. Pendant des années dans les entreprises, on a nommé les managers parce que c'était celui qui savait mieux le faire, telle ou telle chose. C'est pas le bon critère. Et donc aujourd'hui, quand tu disais on a promu parce que je savais mieux faire, aujourd'hui le manager, ou en tout cas on devrait le récompenser, ou en tout cas le mettre en avant sur un rôle qui est un peu différent. Du coup, c'est probablement plus faire grandir, arbitrer les conflits, bien sûr, protéger le collectif, éviter peut-être l'anarchie des initiatives. C'est ça aujourd'hui qu'on attend d'un dirigeant. On attend plus aujourd'hui quelqu'un qui va inspirer, qui va conduire, qui va savoir ce que font les gens. Ce qui signifie pas savoir faire, mais savoir ce qu'ils font. Moi, je suis frappé quelquefois dans des entreprises très étendues où vous avez des gens qui font un entretien d'évaluation avec quelqu'un qui finalement ne sait absolument pas ce que la personne fait tous les jours. Donc sa légitimité d'évaluation, elle est proche de zéro. Mais ça, c'est la faute de l'organisation, c'est pas la faute de l'individu. Donc je pense que le manager aujourd'hui, c'est effectivement quelqu'un qui va d'abord partir du principe que les outils dont il dispose son collaborateur et les compétences dont il dispose son collaborateur lui permettent a priori de bien faire son travail. Et je pense que cette approche inversée par rapport à l'approche soupçonneuse est la meilleure. J'ai toujours pensé ça, d'ailleurs, j'ai toujours une conviction profonde, c'est que 95% des gens se lèvent pas le matin en disant « je vais emmerder mon entreprise ». Non, ils se lèvent le matin en disant « je vais essayer de faire du mieux possible ». Alors quelquefois, ils sont pas très bons. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut partir de ce principe-là. Et l'IA donne notamment ce moyen. Donc le manager, il doit partir du principe que les gens qu'il a sous sa responsabilité savent faire leur boulot. Et qu'il n'est pas là pour le faire à leur place. Et à ce moment-là, le rôle du manager, il a une autre mission. Moi, j'aime pas trop la formule de manager-coach, mais il a une autre mission qui est de, quand quelqu'un n'est pas à l'aise dans son cadre, alors le manager a la responsabilité de l'accompagner pour se retrouver dans une situation positive dans son cadre. Mais quand quelqu'un va bien dans son cadre, le manager n'est pas là pour venir « ah, tu pourrais faire ceci ou tu pourrais faire cela ». Et c'est là où l'IA intervient. C'est que l'IA donne un accès à un nombre d'informations, de connaissances, de contrôle, de vérification tel que un manager qui dirait « moi je le ferai comme ça », son interlocuteur, son collaborateur en l'occurrence, peut lui démontrer en 3 clics qu'on pourrait le faire autrement tout aussi bien. Et ça, avant, ça n'existait pas. Autrement dit, l'autorité naturelle qui est liée au sachant est en train de s'amenuiser. Donc il faut trouver d'autres leviers d'autorité naturelle. En t'écoutant parler et en reprenant la notion que tu partageais tout à l'heure de finalement, en fait, on parle plus d'un métier, mais on parle de tâches, de parcellisation. Hein. Il y a tout d'un coup comme une espèce de crainte un peu qui monte en moi. En fait, si on va vers ce plus d'autonomie dont on parle depuis le début, ce qui est probablement quelque chose auquel tout le monde aspire depuis longtemps et bien avant l'IA. Hein. Avec cette autonomie dopée par l'IA qui permet à chacun de s'optimiser individuellement dans son coin, est-ce qu'on n'est pas non plus en train de fragmenter l'entreprise et de perdre un cap commun ? Eh ben, c'est intéressant, c'est une excellente interrogation. Le risque est là. Eh ben, puisqu'on parle de management et de leadership, précisément, le vrai leadership, c'est lutter contre ce risque. C'est faire que la force d'une entreprise et des gens qui s'y trouvent, c'est avoir le sentiment qu'ils participent à quelque chose de collectif et de plus grand qu'eux. C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Est-ce qu'on fait quelque chose de mieux ? Est-ce qu'on fait quelque chose de différent ? Et ça renvoie à une autre notion
qui, pour moi, est très importante, c'est la notion de qualité du travail, que j'ai réussi à définir avec d'autres, en disant il y a 3 caractéristiques. La première caractéristique, la personne sait ce qu'elle fait. Enfin, ça, posons-nous la question. Dans les organisations, vous allez voir des gens, vous leur demandez, vous savez ce que vous faites? Ils ne savent rien, en fait. Il y a certains qui mentionnaient ça, les bullshit jobs, enfin, c'est un peu dans cette... La deuxième critère, et qui est le plus important à mes yeux, qui est la personne sait où elle se trouve dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Quand vous exercez une tâche, quelle qu'elle soit, simple ou compliquée, et que finalement vous savez pas très bien ce qui se passe si vous arrêtez de la faire, ça génère de l'absentéisme, la démotivation, du désengagement. Et de toute façon, si j'arrête de faire ce que je fais, tout le monde s'en fout. Si vous avez conscience, et ça c'est très difficile, si vous avez conscience si vous arrêtez de la faire, ça a un impact sur l'amont et sur l'aval, donc autrement dit, vous êtes une part de la chaîne de valeur de création collective, alors votre niveau de motivation monte, parce que vous savez que vous êtes utile. Et la troisième catégorie, critérisation, c'est que la qualité du travail repose aussi sur la capacité de l'entreprise à constamment garantir à chacun des collaborateurs qu'elle lui donne les niveaux de compétences requis pour bien exercer les 2 phases précédentes. Et ça, c'est la qualité du travail. Ça, c'est du management, c'est du leadership en fait. Quand les gens ont ça, ils sont heureux, hein. Tout va bien. Et quand les gens ont ça, quand les collaborateurs ont ça, ce qui est finalement le nouveau rôle du dirigeant, du manager, du leader, après, c'est la garantie contre justement cette fragmentation ou parcellisation, où chacun se retrouve dans un petit chose où... Et à ce moment-là, la parcellisation que transporte l'IA se trouve réduite en termes d'impact, puisqu'elle devient utile. Puisqu'elle devient utile au projet commun. Non, la bonne question, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Tâche par tâche. Et dès lors que vous aurez défini ce que vous voulez que les gens fassent absolument eux-mêmes, parce que la dimension humaine, parce que la compétence stratégique, parce que ce que vous voulez, alors vous déduirez de ce que l'IA va faire. Alors ça, c'est une très belle passerelle vers le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et on va essayer de continuer à remettre les choses dans l'ordre et pas forcément partir par, le symptôme, la cause, en tout cas, repartir par ce qui est important. Et si on réfléchit bien, cette automatisation de certaines tâches, cette autonomie des équipes. En fait, ce nouveau contexte dont on vient de parler, ça déleste le dirigeant d'une partie du travail qu'il faisait jusqu'à présent, qui n'était pas forcément la meilleure valeur ajoutée ou sa meilleure partie, mais qui était une partie qui lui incombait. Donc il y a un autre impact de l'intelligence artificielle qui s'invite auprès des dirigeants, c'est celui du temps. Et en particulier celui du temps qui va être créé nouvellement, alloué, qui vont plus occuper par faire ces choses de surveillance, de sachant, de je te montre ce que tu fais parce que je le fais mieux que toi. C'est ça, non ? Alors, il y a une étude qui est sortie en février dernier, je crois, il y a 1 an ou un peu plus tard, qui expliquait que si on voit ce que c'est faire l'IA, globalement, il peut faire à peu près 26% des tâches classiques d'un manager. Donc, autrement dit, reporting, contrôle. Donc, alors, on peut se dire... Donc, ça veut dire le manager à 3/5, quoi, maintenant. Mais surtout, on peut se dire, on peut voir cette nouvelle-là de 2 manières. Soit on dit, je vais réduire de 26% le nombre de nos managers. Ou alors, bonne nouvelle, mes managers retrouvent 26% de leur temps. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps ? Bien sûr. Et qu'est-ce que je fais de ce temps ? D'abord, moi, je trouve, et les études le montrent, que les managers de proximité ou pas se plaignent beaucoup de ne pas avoir le temps de manager en réalité. De ne pas avoir le temps de faire leur job, qui est s'occuper des gens, les voir, ça. Parce qu'ils sont bouffés par des tas de contraintes, de process. Vous savez, la financiarisation de l'économie, dans les années 80, s'est accompagnée de la processisation de l'économie. Donc, n'importe quelle personne qui a été manager vous dira qu'il vit en permanence sous des process. On a même inventé une théorie qui m'a toujours fait peur, c'est le management par les process. Vous vous rendez compte ? C'est terrifiant comme truc. Et pourtant, vous allez voir des boîtes, main sur le cœur, depuis les années 90, vous disiez management pour les process. Ça me rappelle d'ailleurs, parce que je suis très âgé, donc je m'en souviens, c'était le truc qu'on appelait les cercles de qualité dans les années 80. C'était encore pire. Hein. Donc voilà, vous avez des trucs, vous prouvez des choses qui n'intéressent personne, mais il faut le prouver quand même. Bon. Très bien. Je ne veux pas attaquer les normes, enfin, quelquefois, on est dans un truc délirant, quand même. Mais pour revenir à ce que je disais, je me suis un peu éloigné, je suis désolé, c'est que ce temps-là, il faut le redonner au management pour manager, pour s'occuper des gens. Et c'est extraordinaire, du temps pour s'occuper des gens, d'une part, je pense que, voilà. La deuxième chose, c'est que ça vous permet, finalement, de faire qu'un manager va pouvoir s'occuper de plus de choses, puisqu'il a récupéré du temps. Donc, vous enrichissez la fonction. Or, on sait...
les études le montrent aussi, que le poste ou la fonction de management est de moins en moins attractive. Parce que les gens se disent, le niveau d'ennui que j'ai ne vaut pas le coup, et puis j'ai pas envie. Et puis d'ailleurs, la nouvelle génération... bénéfice en oui, merde. moi j'ai eu des cas avec des gens très très bons, etc., et à qui on proposait donc d'être promus et de devenir manager, et qui vous disent non. Oui, non, parce que j'ai pu faire mon métier dès que j'aime, ils veulent changer de projet, etc. Et quelquefois, comme on avait cette habitude de prendre le meilleur dans un domaine pour manager, résultat des courses, on perdait quelqu'un qui était super bon dans son domaine et on gagnait un mauvais manager. C'est intéressant. L'IA permet de rebrasser un peu. C'est une occasion, en fait. Il aurait fallu le faire, dans tous les cas. Pour une autre cause, si on veut, finalement c'est l'IA, pourquoi pas. C'est une bonne occasion de le faire, voilà. mais donc du temps pour faire autre chose, du temps pour faire des nouvelles choses que le manager faisait peut-être pas assez, mais on sait tous que la nature a horreur du vide, on sait tous que les habitudes sont tenaces. Alors ce temps dont on parle, en fait, il a de valeur que si l'organisation empêche qui soit aussitôt réavalé par plus de reporting, plus de réunions, plus de contrôle. Bien sûr. Et c'est là où le dirigeant d'entreprise, quel qu'il soit, il a un rôle éminent. Parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Moi, je trouve que ce temps gagné pourrait permettre de répondre, entre autres, à deux choses. Deux aspirations qui, d'ailleurs, n'ont rien à voir avec l'IA. La première, et que j'avais beaucoup observé pendant la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire, elle a montré à plein de gens qui avait un modèle alternatif à l'organisation du travail que le métro boulot dodo. Je pense que c'est juste la vision perceptible d'une attente beaucoup plus profonde qui est ma liberté d'organisation dans mon travail. Donc, le temps, comment on fait pour avoir des modèles d'organisation qui sont moins des carcans? Ça, c'est la première chose. Du temps récupéré. Donc, donner de la liberté. La deuxième chose du temps récupéré, c'est la formation. C'est une occasion, parce qu'on sait très bien que les managers ont du mal à se former parce qu'ils n'ont pas le temps. Je pense que la formation, c'est un sujet majeur. Tout le monde sait très bien qu'on est confronté à deux choses, la transformation des métiers et des compétences et l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences détenues. Donc la formation, c'est une opportunité d'utiliser ce temps, ces 26% ou peu importe, on peut les utiliser de ces deux manières-là, et ça permet, si on le fait, d'éviter d'aller au plus facile, c'est-à-dire d'alourdir d'autres tâches sans en inventer de nouvelles, parce que la capacité d'invention est éternelle. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est une manière de bien gérer le temps, et à titre personnel, je considère que se dire, ce gain de temps, on va réduire le temps de travail, est une erreur fondamentale. C'était une question, moi, qui me vient à l'esprit en suivant la conversation. Si on devait recommander 3 investissements vertueux de temps à un COMEX aujourd'hui, ça serait lesquels? Alors, tu ouvres la porte de la formation, il y aurait quoi d'autre? Je pense que la formation, il y a deux manières de le faire. Il y a la formation sur le poste que j'occupe, et il y a la préparation du poste que je vais occuper. Donc ça permet de dynamiser les mobilités ou les dynamiques de carrière. Et on sait que avoir un avenir, c'est quand même la meilleure manière d'avancer, en quelque sorte. Donc je pense que ça, c'est une autre manière d'utiliser le temps. Le deuxième sujet, ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense que donner de la souplesse à l'organisation, admettre que le 8h-19h, sauf s'il est imposé pour des raisons de service, il n'est pas le bon modèle, et que quelqu'un qui a besoin de 2 heures pour faire ceci ou pour faire cela, qu'on lui foute la paix, quoi. Sincèrement, ça va pas changer la face du monde. Et après, le troisième chose, mais ça vient en troisième, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait fait les deux précédents, s'il reste encore un peu de temps. J'ai toujours trouvé que dans beaucoup de fonctions, notamment pseudo-administratives ou centrales, il faut aussi laisser les gens aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passe. Ça les nourrit, en fait. Et l'entreprise en bénéficie. Donc peut-être que c'est ça aussi. C'est donner un petit peu de temps d'exploration, interne ou externe. Je pense que c'est une manière de bien gérer le temps, tout en s'assurant que les fondamentaux du métier, etc., sont exercés, évidemment. Parce que ça, c'est la première règle. C'est-à-dire, il faut dire, d'abord, est-ce que le boulot est fait? Et le temps libéré, il s'utilise à partir du moment où il est fait. Voilà. Ça va mieux en disant. C'est un moment où il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Enfin, moi, je suis un débat débile l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, sur le droit à la paresse. C'est à tomber par terre de bêtises, quoi. Tout ça ne correspond pas à une aspiration des gens, hein. À part les paresseux, mais je les crois minoritaires. Dans notre conversation, il y a un dernier sujet sur lequel j'aimerais t'interroger dans ce contexte de la montée en puissance de l'intelligence artificielle.
et de cette augmentation forte de la productivité. Alors c'est un sujet dont je suis pas spécialiste, c'est pour ça que je suis très intéressé par ta vision. C'est finalement celui de l'amélioration du travail. En fait, mon point ici, c'est sur cette intensification, cette accélération, parfois même la surcharge cognitive, l'insécurité, enfin même la différence d'impact de l'IA entre les différents métiers. Comment faire pour convertir les gains de productivité en amélioration du travail plutôt qu'en pression supplémentaire? C'est un point assez difficile parce qu'en réalité, on assiste depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, à une intensification du travail. Si je prends mon cas, qui est celui que je connais le moins mal, j'observe quand même qu'il y a 30 ans, sur un métier comparable, le niveau de pression ressentie n'était pas le même. Donc je pense qu'il y a eu un phénomène quand même d'intensification du travail très fort. Qui date d'avant l'IA aussi. Oh oui, ça date d'il y a bien longtemps. À l'âge que j'ai, moi je me souviens au début de ma vie professionnelle, vous rentriez chez vous. Il ne pouvait plus rien se passer finalement, parce que personne ne pouvait vous joindre. Là c'est fini ça. Donc on a un sujet de qualité du travail, de conditions de travail. Et c'est là où je reconnais que je ne suis pas forcément très politiquement correct, mais depuis 30 ans, on s'acharne à travailler autour des conditions de travail. Enfin, pendant ce temps-là, on a oublié le travail lui-même, en fait. Or, c'est ce que vous faites tous les jours, les conditions dans lesquelles vous faites, non pas au sens physique, mais au sens managérial, au sens du sens des choses, de la qualité des choses. C'est quand même ça qui vous rend fier de ce que vous faites, ou utile, ou ce que vous voulez. C'est pas le fait que votre bureau, il ait l'ergonomie A ou l'ergonomie B. Je dis pas que c'est pas important. Enfin, je pense qu'on s'est beaucoup trop intéressé, ou plutôt, on s'est exclusivement intéressé à ces conditions de travail, et pas au fond des choses, et on a oublié le travail. Et donc, maintenant, le travail revient au centre du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage. Donc les gens vivent sous une pression terrible. Et à l'entreprise, justement, d'organiser un modèle d'organisation, d'utiliser l'IA ou d'autres choses, et le management, et je trouve qu'elle a une opportunité extraordinaire en ce moment, parce que le monde politique est sans dessus-dessous, la tension sociale est épouvantable, et quand vous interrogez, vous vous rendez compte que, après tout, l'entreprise est un élément de stabilité phénoménal par rapport à tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est une opportunité géniale pour les entreprises. C'est extraordinaire. Et pour les dirigeants. Parce qu'on s'était dit au début de la conversation qu'on allait considérer l'IA comme une opportunité et un peu moins comme une agression ou en tout cas quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Quels sont les exemples aujourd'hui concrets où finalement l'IA, en plus, et peut-être le management, ont favorisé, développé concrètement et avec succès les conditions de travail, la qualité de vie au travail, finalement ont contribué à l'amélioration du travail? Alors, on commence à voir apparaître. Vous savez que l'IA fonctionne beaucoup en bon français par use case. Et pour le moment, on n'a pas encore vu des use cases totalement convaincants sur la productivité. Mais en revanche, sur certaines fonctions mécaniques d'administration, de contrôle, de trésor, de compta, on voit bien que l'IA aide les gens quand même, parce que ça permet de faire plus vite, ça permet de faire mieux, ça permet de ne pas ressaisir 50 000 fois les trucs. Donc ça crée un peu d'amélioration. Alors, ça crée d'autant plus d'amélioration que l'on va compléter ou enrichir les tâches de l'individu, parce que ça, il va plus le faire, il va le faire plus vite. Donc on commence à voir apparaître dans des fonctions très administratives les vertus de l'IA. On commence à voir apparaître en médecine, avec des avantages considérables de diagnostic, de contrôle, etc., etc. Donc on commence à voir apparaître des choses qui auparavant prenaient énormément de temps. Pour terminer cette partie et puis conclure après, il y a un rôle du dirigeant, c'est de maîtriser, c'est de suivre, alors on parlait de contrôle, mais en tout cas c'est finalement de rester le garant de l'atteinte des objectifs. Alors ça veut dire quoi, par exemple, quand on parle de tout ça, quand on parle du travail, des conditions de travail, est-ce que ça veut dire que les fameux KPI ou les metrics qu'on suivait avant, est-ce que ça, il faut les changer et ça serait quoi, autrement dit, ce qu'il faut mesurer autrement pour éviter que l'IA ne dégrade la qualité ou les conditions de travail? Alors, ça dépend ce qu'on appelle maîtrise et garantie. C'est pas la même chose, en fait. La maîtrise, c'est que je peux contrôler tout le temps ce que font les gens. La garantie, c'est que je sais comment faire pour garantir aux gens qu'ils ont les moyens d'atteindre les objectifs de KPI ou autres que vous avez fixés. C'est pas du tout pareil. Et la responsabilité du dirigeant, c'est justement jouer ce rôle de garant. C'est pas jouer forcément ce rôle de contrôle. Il est responsable devant ses collaborateurs de leur donner, et collaboratrices, de leur donner en permanence les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'il leur donne. Sinon, l'objectif n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le rôle profond des choses. Ça passe pas forcément par le contrôle. Et je pense que quelquefois, les dirigeants sont trop contrôlants et pas assez garants. Donc le job du dirigeant, c'est s'assurer que l'allocation de moyens
C'est ce que je fais tous les jours. Mais j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus important l'allocation de moyens et de ressources pour atteindre des objectifs fixés que de dire « démerdez-vous ». C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Comme on arrive à la fin de cet épisode de Chiche, c'est le moment où je reprends notre conversation et j'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. C'est une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue pendant notre entretien, mais c'est aussi ma façon de te remercier pour notre échange passionnant. Alors, à cet instant où on finit notre entretien, il y a 3 choses qui résonnent fort en moi. La première, c'est que, comme tu le dis, j'ai l'impression, et tel que je le reçois, il faut sortir du débat moral. L'IA, c'est pas juste un outil en plus, ça change ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait. Donc le sujet du dirigeant, c'est pas d'avoir finalement une opinion pour ou contre, hein, c'est ce que tu nous disais au début, si je me souviens bien, c'est finalement de redessiner le travail, quelles tâches on automatise, lesquelles on renforce, lesquelles on transforme, et de garantir les bonnes allocations. La deuxième chose sur laquelle tu m'ouvres les yeux dans notre discussion, c'est un enjeu de régulation. Quand l'IA arrive, on le voit, elle crée vite des écarts. Certains gagnent du temps, d'autres perdent le contrôle, certains métiers sont augmentés, d'autres fragilisés. Et si on met pas des règles, si on met pas un cadre, si on met pas cette capacité justement à veiller à ce que tout ça soit au bénéfice et pas au détriment, en fait, finalement, c'est les habitudes ou les rapports de force qui décident. Donc, le rôle du dirigeant ici, ça serait donc de poser un cadre le plus clair possible. En fait, son rôle change, et c'est plus un enjeu de stabilité et de confiance dans la durée. Et enfin, la troisième chose que notre conversation m'inspire, c'est que finalement, le leadership devient une épreuve de maturité managériale. J'ai l'impression que depuis le début, on dit aussi que tout ça, c'est une opportunité de tirer le rôle du manager ou le leadership vers le haut. Avec l'IA, on peut déléguer plus vite, on peut aussi se tromper plus vite. Donc on n'a pas le choix. Le management, le leadership doit monter en gamme. En discutant avec toi aujourd'hui, j'ai revisité ma définition du leadership. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, je dirais que diriger, c'est probablement tenir les tensions humaines que la technologie accélère. C'est une autre forme de définition. Merci déjà de ce retour, je partage évidemment. À la fin de cette conversation, j'ai envie d'inviter les auditeurs finalement à se poser cette question. Au moment où j'utilise de plus en plus l'IA, comment je peux devenir un meilleur manager? Et au fait finalement, comment je place l'individu devant et avant la productivité? Chiche? Ouais, chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.